ma sœur et son mari ont contracté un prêt hypothécaire à mon nom, pour s'offrir la maison de leur rêve. Lorsque la banque m'a contacté au sujet de cette dette, dont j'ignorais absolument tout, j'ai déposé une plainte à la police, puis je les ai confrontés devant nos parents. À 29 ans, je travaillais comme infirmière à Seattle, lorsque mon monde s'est effondré, à la suite d'un simple coup de téléphone. Mademoiselle Wilson, vous avez 3 mois de retard sur vos paiements hypothécaires, a déclaré le représentant de la banque. Quel prêt hypothécaire? Je n'avais jamais possédé de bien immobilier de toute ma vie. Le montant s'élevait à 623 000 €. Mon estomac s'est noué, lorsque j'ai vu la signature. Parfaitement imitée, certes, mais ce n'était pas la mienne. L'adresse correspondait à la magnifique nouvelle maison de ma sœur, Amanda. Ce soir-là avait lieu notre dîner de famille bi-hebdomadaire, et, au fond de mon sac, se trouvait un rapport de police, qui allait absolument tout changer. Si vous regardez ceci depuis un autre coin du monde, j'adorerais savoir d'où. Laissez votre position dans les commentaires. Abonnez-vous, et restez à l'écoute pour découvrir le moment précis où j'ai exposé cette effroyable trahison, celle qui a brisé ma famille à tout jamais. Avant que tout ne s'effondre, j'avais ce que je considérais comme une plutôt belle vie. Rien d'extraordinaire, mais très satisfaisante dans sa simplicité. J'étais infirmière diplômée au Seattle Grace Hospital depuis 6 ans, travaillant dans le service de pédiatrie. Il y a quelque chose d'incroyablement gratifiant à aider des enfants malades, même lors des journées les plus rudes, lorsque les résultats ne sont pas ceux que nous espérions. Mes collègues étaient comme une seconde famille, et je m'étais forgé une solide réputation, celle d'une personne fiable, quelqu'un prêt à prendre des gardes supplémentaires en cas de besoin, une personne profondément dévouée. Mon appartement était exigu mais douillet, un 2 pièces situé à Ballard, que j'avais décoré avec des meubles d'occasion et des plantes, énormément de plantes. Mes amis plaisantaient souvent, disant que mon chez-moi ressemblait davantage à une serre qu'à une habitation. Cependant, ces compagnons de verdure m'apportaient une paix inestimable, après de longues et chaotiques journées à l'hôpital. Et puis, il y avait ma véritable famille. Mes parents, David et Carol Wilson, vivaient toujours dans la même maison de banlieue, celle où ma sœur et moi avions grandi. Mon père avait pris sa retraite de son poste de comptable il y a 2 ans, tandis que ma mère continuait d'enseigner en classe de CM1, affirmant qu'elle arrêterait, seulement quand les enfants cesseraient d'être intéressants. C'étaient de bonnes personnes, honnêtes, travailleuses, et totalement dévouées à leur fille. Et enfin, il y avait Amanda, ma sœur aînée de 3 ans. J'avais passé ma vie entière à l'admirer. Pendant notre enfance, elle était celle qui débordait de confiance, la battante, celle qui se faisait des amis sans le moindre effort, tandis que je restais en retrait, timide et hésitante. Elle a été reine du bal, major de sa promotion, et capitaine de l'équipe de débat. J'étais la fille calme et studieuse, qui n'a véritablement trouvé sa voie qu'après l'université. Mais il n'y avait jamais eu le moindre ressentiment entre nous, ou du moins, aucun que j'ai jamais voulu admettre. J'étais incroyablement fier de ses réussites, et profondément reconnaissante pour sa protection, lorsque d'autres enfants essayaient de me harceler au collège. À l'âge adulte, nous étions restés très proches, malgré nos chemins de vie radicalement opposés. Amanda s'était lancée dans l'immobilier, et avait bâti une carrière florissante, vendant des propriétés de luxe aux alentours de Seattle. Elle avait épousé Brian Parker, un conseiller financier, 5 ans auparavant. Ils formaient un couple remarquable, tous deux grands, athlétiques, et perpétuellement bronzés, grâce à leurs fréquentes vacances dans des destinations tropicales. Leurs profils sur les réseaux sociaux étaient de véritables catalogues d'une perfection soigneusement mise en scène, cocktail au coucher du soleil, gala de charité, et tenue de tennis parfaitement assortie. Pendant ce temps, je demeurais célibataire, focalisé sur ma carrière, et sur les occasionnels rendez-vous désastreux que mes collègues s'obstinaient à organiser. Nos existences n'auraient pas pu être plus différentes, mais nous nous retrouvions tout de même pour prendre un café toutes les quelques semaines, et notre famille se réunissait pour dîner 2 fois par mois. Parfois, Amanda laissait échapper de subtiles remarques sur mon style de vie, ou me suggérait des opportunités d'investissement que je n'aurais jamais pu me permettre, mais je mettais cela sur le compte de son désir de vouloir le meilleur pour moi. Il y a 8 mois, Amanda et Brian ont quitté leur appartement du centre-ville, pour s'installer dans une somptueuse maison de style Craftsman à Queen Anne, l'un des quartiers les plus prestigieux de Seattle. Lorsqu'ils ont convié la famille pour pendre la crémaillère, je me souviens avoir ressenti une pointe d'envie, en arpentant ces pièces méticuleusement rénovées, avec leurs appareils électroménagers de la marque Viking, et leur vue imprenable sur la ville, ainsi que sur le détroit de Puget. Amanda m'avait fait la visite guidée,
pointant du doigt des installations sur mesure, et des noms de designers qui m'étaient totalement inconnus. Un jour, tu auras tout cela toi aussi, Serette, m'avait-elle glissé, en me pressant affectueusement l'épaule. Il faut juste que tu vises un peu plus haut. La journée où tout a basculé avait pourtant commencé comme n'importe quel autre mardi. J'étais au beau milieu de ma garde, aidant un petit garçon de 7 ans, nommé Tyler, à changer ses pansements suite à une appendicectomie, lorsque mon téléphone s'est mis à vibrer dans ma poche. En temps normal, je n'aurais jamais répondu en pleine prise en charge d'un patient, mais j'attendais des nouvelles de ma voisine âgée, qui avait été hospitalisée la nuit précédente. Je me suis excusé, après m'être assuré que Tyler était confortablement installé. « Allô, ici Heather » ai-je répondu, en faisant quelques pas dans le couloir. « Mademoiselle Wilson, c'est Craig Donovan, de la Washington Mutual Bank. Je vous appelle au sujet de vos paiements hypothécaires en retard. Nous vous avons envoyé plusieurs avis, et je crains que, si nous ne résolvons pas ce problème rapidement, nous serons contraints d'entamer une procédure de saisie immobilière. » J'ai ressenti un vif frisson de confusion. Je suis navré, mais il doit y avoir une erreur. Je n'ai pas de prêt immobilier. Je loue mon appartement. La voix du banquier a soudain pris un ton légèrement condescendant. Mademoiselle Wilson, selon nos dossiers, vous avez contracté un prêt de 623 000 € en janvier dernier, pour une propriété située sur Highland Drive. Vous avez honoré les paiements durant les 3 premiers mois, mais nous n'avons plus rien reçu depuis avril. Mon esprit s'est mis à tourner à toute allure. Highland Drive me semblait familier. N'était-ce pas la rue où habitait Amanda? C'est une erreur, ai-je insisté, la voix s'élevant suffisamment pour qu'une infirmière de passage me lance un regard inquiet. Je n'ai jamais acheté le moindre bien immobilier. Mon dossier de crédit n'est même pas assez solide pour prétendre à un emprunt de cette ampleur. Je suis infirmière, pas chirurgienne. Il y a eu un blanc à l'autre bout du fil. Pourtant, la demande indique un revenu annuel de 192 000 €, ainsi qu'une cote de crédit de 782, au moment du dépôt du dossier. Nous possédons toutes les pièces justificatives, Mademoiselle Wilson, y compris votre signature sur de multiples formulaires. Peut-être pourriez-vous passer à l'agence pour examiner cette paperasse en personne. La conversation s'est poursuivie sur ce ton totalement surréaliste pendant encore quelques minutes, avant que je n'accepte de me rendre à la banque, à la fin de mon service. Je suis retourné dans la chambre de Tyler en mode pilote automatique, l'esprit bouillonnant d'hypothèses, allant d'une simple erreur administrative, à un possible vol d'identité. Mais cette adresse, cela ne pouvait tout simplement pas être une coïncidence. Arrivé à la banque, Richard Peterson, le directeur de l'agence, a étalé un dossier rempli de documents, qui ont fait chavirer mon estomac un peu plus à chaque nouvelle page. Demande de prêt, vérification des revenus, autorisation de vérification de crédit, documents de clôture, tous portaient ce qui ressemblait à s'y méprendre à ma signature. Et c'était là, noir sur blanc. L'adresse de la propriété correspondait parfaitement à la nouvelle maison d'Amanda. Pourrais-je obtenir des copies de tout ceci, ai-je demandé, la voix me semblant lointaine, même à mes propres oreilles. Richard a hésité. Techniquement, ce sont déjà vos propres copies, mais compte tenu des circonstances, je peux faire des duplicata. Il a longuement scruté mon visage. Mademoiselle Wilson, si vous n'avez pas sollicité ce prêt, je vous suggère fortement de contacter la police. Cela ressemble à un vol d'identité, et potentiellement à une fraude. J'ai hoché la tête, complètement engourdi. Mais à l'intérieur, une voix hurlait à plein poumon. Ce n'était pas n'importe quel vol d'identité. Ma sœur, ma propre chair et mon propre sang, avaient usurpé mon identité, pour s'acheter la maison de ses rêves. Les jours qui ont suivi ma visite à la banque sont devenus un véritable brouillard d'anxiété, d'incrédulité, et d'investigation méthodique. J'ai pris un congé maladie pour la toute première fois en 2 ans, incapable de me concentrer sur les soins prodigués aux patients, alors que ma propre vie était en train de s'effilocher. Mon appartement, autrefois mon refuge adoré, me faisait désormais l'effet d'une cage, où je faisais les 100 pas sans relâche, oscillant entre une rage folle, et une confusion totale. Pouvait-il y avoir une autre explication rationnelle? Peut-être qu'Amanda avait commis une terrible bourde administrative. Il se pouvait qu'elle ait eu l'intention d'utiliser son propre nom, mais que le mien se soit retrouvé là par mégarde. Cependant, en fixant les documents que Richard m'avait copiés, cette théorie pleine d'espoir volait en éclats. Cet acte était purement délibéré.
Quelqu'un avait soigneusement falsifié ma signature sur de multiples documents officiels. Une personne avait fourni mon numéro de sécurité sociale, ma date de naissance, ainsi que mes antécédents professionnels. Quelqu'un qui me connaissait très intimement. Mon premier appel fut pour Equifax. La représentante du service client semblait s'ennuyer, jusqu'à ce que je lui explique la situation. Son ton a alors rapidement basculé, adoptant une compassion teintée de professionnalisme. Laissez-moi afficher votre dossier de crédit, mademoiselle Wilson. Le cliquetis d'un clavier s'est fait entendre, suivi d'un pesant silence. Il y a plusieurs comptes ici, qui semblent avoir été ouverts au cours de la dernière année. Le prêt hypothécaire est le plus important, mais il y a également une ligne de crédit sur valeur domiciliaire de 150 000 euros, 3 cartes de crédit avec des plafonds allant de 20 000 à 30 000 euros chacune. Ainsi qu'un prêt personnel de 45 000 euros. Je me suis senti physiquement malade. Tous ces comptes sont frauduleux. Je n'en ai ouvert aucun. Je comprends parfaitement, madame. Je déclenche immédiatement une alerte à la fraude sur votre dossier, et je vais vous envoyer les instructions, pour déposer une contestation formelle pour chaque ligne de compte. Vous devriez aussi contacter les autres agences d'évaluation du crédit. Sans plus attendre. À la fin de cette rude journée, j'avais parlé aux 3 principales agences de crédit, mis en place des alertes à la fraude, et découvert avec effroi que ma cote de crédit, autrefois un respectable 724, avait dégringolé à 546. Tout cela à cause des paiements hypothécaires manqués, et des cartes de crédit plafonnées dont j'ignorais l'existence. Le lendemain matin, j'ai rencontré Diane Schwartz, une conseillère financière chaudement recommandée par une collègue. Son bureau était chaleureux et accueillant, mais rien ne parvenait à dissiper cette boule d'angoisse dans mon ventre, lorsque j'ai glissé les documents bancaires sur son bureau. Il s'agit sans l'ombre d'un doute d'une usurpation d'identité, a-t-elle confirmé, après avoir tout passé en revue. Et, je dois dire que c'est un travail plutôt sophistiqué. Quiconque a fait cela savait très exactement quelles informations seraient requises, pour passer avec succès les vérifications de sécurité. C'était ma sœur, ai-je lâché, prononçant cette lourde accusation à voix haute, pour la toute première fois. La maison lui appartient. Elle y vit en ce moment même. L'expression de Diane est passée d'une inquiétude professionnelle, à un choc profond et sincère. Voilà qui complique les choses. La fraude familiale est malheureusement monnaie courante, mais elle présente des défis tout à fait uniques, tant sur le plan juridique qu'émotionnel. Que dois-je faire d'un point de vue légal? Il est évident que vous devez déposer une plainte officielle. Sans cela, les banques refuseront de vous considérer comme une victime, et vous traiteront comme une participante active. Cependant, je peux comprendre votre hésitation, à l'idée d'envoyer un membre de votre propre famille en prison. J'étais effectivement hésitante. Malgré les preuves qui s'accumulaient dangereusement, je n'arrivais toujours pas à assimiler le fait qu'Amanda, ma protectrice, mon modèle absolu, puisse me faire subir une telle atrocité. Il devait y avoir une autre explication, une pièce manquante au puzzle. Avant de me rendre au poste de police, j'ai décidé de rassembler davantage d'informations. J'ai pris contact avec un expert en écriture, nommé Marcus Bell, qui a pris le temps de comparer les signatures figurant sur les documents hypothécaires, avec des échantillons de ma véritable signature, tirés de mon passeport et de mes papiers professionnels. Ce sont de fausses signatures, a-t-il conclu, après un examen minutieux. Elles sont bien imitées, certes, mais ce sont de pures contrefaçons. Regardez ces points de pression, et cette légère hésitation dans la boucle du H. Le faussaire essayait de s'appliquer pour imiter le trait, plutôt que d'écrire de manière naturelle et fluide. Pourriez-vous témoigner de cela, si cela s'avérait nécessaire, ai-je demandé. Marcus a hoché la tête. Je devrais réaliser une analyse beaucoup plus formelle, mais à première vue, oui, tout à fait. Ensuite, je me suis lancé dans une enquête sur les finances d'Amanda, ce qui s'est avéré beaucoup plus ardu. En tant que sœur, je n'avais aucunement le droit d'accéder légalement à ces données financières. Mais, en fouillant sur les réseaux sociaux, et à travers quelques conversations informelles avec des amis communs, j'ai réussi à reconstituer un schéma particulièrement troublant. En dépit de leur richesse ostentatoire, Amanda et Brian faisaient face à de graves difficultés financières, et ce, depuis au moins 2 ans. Son entreprise immobilière avait lourdement pâti d'un ralentissement du marché. Brian, quant à lui, avait quitté son ancien cabinet dans des circonstances que personne ne souhaitait aborder clairement. Et, sa nouvelle activité de conseil indépendant peinait grandement à attirer ses clients fortunés, sur lesquels il comptait tant.
Pourtant, leur train de vie luxueux n'avait pas changé d'un iota. Au contraire, ils étaient devenus encore plus dépensiers, s'offrant un tout nouveau bateau, ainsi qu'une adhésion onéreuse à un country club particulièrement exclusif. La preuve la plus accablante m'est venue de mon amie Stéphanie, qui travaillait dans un concessionnaire de voitures de luxe, là où Amanda avait fait l'acquisition d'une Mercedes flambant neuve. Je ne devrais probablement pas te raconter ça, m'a glissé Stéphanie autour d'un café, mais, quand ils ont vérifié son crédit pour le financement, c'était un véritable désastre. Brian a fini par payer en espèces, mais je les ai surpris en train de se disputer à ce sujet. Sur le parking. Il a dit un truc du genre, nous ne pouvons pas continuer comme ça. La maison était déjà bien assez risquée. La maison était bien assez risquée. Cette maison. Ma maison. Toujours grâce à la banque, j'ai découvert que de multiples comptes de crédit avaient été ouverts en mon nom. Ils étaient tous reliés à des relevés en ligne, avec une adresse email de contact qui n'était qu'une subtile variation de la mienne, ederwilson883@gmail.com, au lieu de mon adresse réelle, ederwilson1993@gmail.com. Un détail très facile à ignorer lors des processus de vérification, mais d'une nature incontestablement délibérée. Chaque nouvelle information me faisait l'effet d'une enclume supplémentaire posée sur ma poitrine. Cela rendait ma respiration difficile, et l'acceptation de la vérité, de plus en plus inévitable. Ma propre sœur, en qui j'avais une confiance aveugle, avait volé mon identité, pour financer un style de vie bien au-dessus de ses moyens. Elle m'avait jeté sous le bus, sans la moindre hésitation, me laissant seul pour affronter les conséquences financières et juridiques, lorsque son château de cartes finirait inévitablement par s'effondrer. Après une longue semaine d'investigation poussée, je ne pouvais plus esquiver l'étape la plus redoutée. Le cœur lourd comme du plomb, j'ai conduit jusqu'à l'unité des crimes financiers de la police de Seattle, et j'ai demandé à déposer une plainte officielle, pour vol d'identité et fraude caractérisée. Les bureaux des crimes financiers de la police de Seattle ne ressemblaient en rien au commissariat spectaculaire que l'on voit dans les séries télévisées. Au lieu de cela, ils occupaient une petite partie d'un bâtiment municipal assez quelconque, éclairé par des néons blafards, et meublé de manière complètement désuète. Je suis resté assis sur une chaise en plastique dure pendant près d'une heure, serrant fort contre moi un dossier, qui contenait toutes les preuves que j'avais pu amasser, avant qu'un inspecteur ne puisse me recevoir. Heather Wilson. Une femme d'une quarantaine d'années, arborant des cheveux bruns très courts et des yeux cernés de fatigue, s'est approchée de moi. Je suis l'inspectrice Rachel Thompson. Désolé pour cette longue attente. Veuillez me suivre. Elle m'a conduite vers une petite salle d'interrogatoire dotée d'une table, de 3 chaises, et d'absolument rien d'autre, à l'exception d'une caméra de surveillance, fixée dans un coin du mur. L'inspectrice Thompson m'a surprise en train de la fixer. C'est la procédure standard, a-t-elle expliqué. Cela permet de vous protéger, autant que nous. Bien, je crois comprendre que vous êtes ici pour signaler une usurpation d'identité. Oui, ai-je répondu, d'une voix beaucoup plus faible que je ne l'aurais souhaité. Par ma propre sœur. Une émotion a brièvement traversé le visage de l'inspectrice Thompson. De la surprise, peut-être même de la compassion, avant que son attitude professionnelle ne reprenne le dessus. Je vois. C'est un phénomène malheureusement bien plus courant que vous ne pourriez l'imaginer. Racontez-moi tout, depuis le tout début. Durant les 2 heures qui ont suivi, je lui ai exposé l'intégralité de mon histoire. Ce coup de fil de la banque, ce fameux prêt hypothécaire que je n'avais jamais sollicité, les cartes de crédit et les prêts personnels ouverts à mon insu, et bien sûr, cette maison dans laquelle ma sœur vivait, acquise avec mon identité volée. L'inspectrice prenait des notes minutieuses, posant de temps à autre des questions pour éclaircir certains points. Elle semblait tout particulièrement intriguée par la chronologie des événements, et par la manière dont Amanda avait pu se procurer mes données personnelles. Partagez-vous des comptes bancaires, ou des coffres-forts? A-t-elle déjà habité avec vous, à l'âge adulte? Non à toutes ces questions, mais nous sommes très fusionnels. Ou, du moins, c'est ce que je croyais. Elle est venue chez moi à d'innombrables reprises. Mes documents importants sont rangés dans un simple classeur, situé dans mon bureau à domicile. Il n'est même pas verrouillé. Je me suis senti atrocement stupide en avouant cela. Je n'avais jamais pensé qu'il me faudrait me protéger contre ma propre sœur. Les traits de l'inspectrice Thompson se sont légèrement adoucis. Personne ne s'attend à ce genre de trahison venant de sa famille. Vous n'êtes aucunement responsable. Une fois mon récit terminé,
Elle s'est adossée à son dossier. Mademoiselle Wilson, je tiens à être d'une clarté absolue avec vous. Enregistrer cette plainte signifie que nous allons mener une enquête très approfondie. Et, si les preuves viennent corroborer vos dires, votre sœur pourrait faire face à des accusations criminelles très lourdes. L'usurpation d'identité et la fraude hypothécaire sont considérés comme des crimes majeurs. Elle risque une peine de prison. Êtes-vous mentalement préparé à cela? Cette question m'a percuté, comme un violent coup au ventre. Étais-je réellement prête à porter la responsabilité d'envoyer Amanda derrière les barreaux, de réduire sa vie à néant, de détruire son mariage et sa carrière? J'ai repensé à notre enfance, à la façon dont elle m'avait appris à faire du vélo, à m'aider pour mes devoirs, et à me défendre face à mes harceleurs. J'ai pensé à nos parents, qui en seraient absolument dévastés. Mais ensuite, je me suis souvenu de mon score de crédit, complètement ruiné. De cette dette monstrueuse de 623 000 € contractée en mon nom. Et surtout, de cette violation de confiance d'une telle ampleur, que j'avais du mal à en saisir toute la portée. Oui, ai-je fini par répondre. Il faut que je me protège. Si elle doit subir les conséquences de ses actes, c'est son entière responsabilité, pas la mienne. L'inspectrice Thompson a hoché la tête avec gravité. Je conçois que ce soit une épreuve très difficile. Nous mènerons l'enquête avec la plus grande discrétion, mais je ne peux vous garantir une totale confidentialité, en particulier si des chefs d'accusation sont retenus. Ces dossiers tombent dans le domaine public. Je comprends. Elle a fait glisser un formulaire sur la table, jusqu'à moi. Voici le rapport officiel pour usurpation d'identité. Lisez-le avec attention, avant de le signer. En apposant ma signature au bas du document, ma véritable signature, et non pas celle falsifiée sur les papiers hypothécaires, j'ai été submergé par un étrange mélange de soulagement et d'angoisse. La lourde machine de la justice était désormais en marche, et je ne pourrais plus l'arrêter, même si l'envie m'en prenait. Stéphanie m'attendait patiemment dans le hall d'entrée. Je lui avais demandé de m'accompagner pour un soutien moral, sachant très bien que j'aurais besoin d'un visage amical, après avoir franchi un cap aussi monumental. Comment ça s'est passé, m'a-t-elle demandé, en me serrant tendrement dans ses bras. Aussi bien que l'on puisse l'espérer, quand on accuse sa propre sœur d'une fraude criminelle majeure, ai-je répondu, en tentant une touche d'humour, tout en entendant le léger tremblement dans ma voix. Tu as pris la bonne décision, Heather. Ce qu'elle a osé te faire est tout bonnement impardonnable. Nous nous sommes installés dans un café tout proche, où Stéphanie m'a écouté avec attention, pendant que j'essayais de mettre de l'ordre dans le tourbillon de mes émotions. L'inspectrice a déclaré qu'ils allaient lancer les investigations sans perdre une minute. Ils vont contacter la banque, assigner des documents à comparaître, et peut-être même interroger Amanda. Comment penses-tu qu'elle va réagir? J'ai fixé mon café au lait auquel je n'avais pas touché. Au début, elle niera tout en bloc. Amanda a toujours été très douée pour mentir, lorsqu'elle se sent acculée. Ensuite, elle cherchera à justifier son geste d'une manière ou d'une autre. Elle essaiera de faire croire qu'elle me rendait service. Ou bien qu'elle avait la ferme intention de tout me rembourser. Penses-tu qu'elle avait vraiment l'intention de rembourser ses dettes? J'ai retourné la question dans mon esprit. Peut-être qu'elle l'avait envisagée de manière très abstraite, mais la cruelle réalité la rattrapait bien vite. Elle et Brian cumulaient déjà des retards de paiement considérables. Ils n'avaient jamais élaboré de véritables plans, au-delà de l'exploitation pure et simple de mon identité, pour s'offrir ce qu'ils désiraient sur le moment. 2 jours plus tard, l'inspectrice Thompson m'a contacté pour faire un point. Nous avons pu confirmer vos soupçons, mademoiselle Wilson. La demande de prêt a bien été soumise en ligne en utilisant vos données personnelles. Mais l'adresse IP a été retracée jusqu'à l'ancien domicile de votre sœur. Nous nous penchons également sur la possible implication de son mari. Les crimes financiers de cet acabit sont très rarement commis par une seule personne, au sein d'un même foyer. Brian. Jusqu'à cet instant, je n'avais même pas envisagé sa part de responsabilité. Mais, de toute évidence, il ne pouvait l'ignorer, compte tenu de son métier de conseiller financier. Il avait peut-être même contribué à l'orchestration de cette escroquerie machiavélique. Il y a pire, a poursuivi l'inspectrice Thompson. Nous avons mis au jour des preuves qui suggèrent qu'il prévoyait de déclarer faillite en votre nom, dès que les dettes deviendraient ingérables. Des recherches sur les lois encadrant la faillite personnelle, et sur l'abandon d'identité, ont été retrouvées sur l'ordinateur de leur domicile. Le cynisme absolu et la nature si calculée de leur trahison m'ont laissé totalement sans voix.
Ils n'avaient pas simplement usurpé mon identité, dans un moment d'égarement ou de désespoir. Ils avaient minutieusement planifié de ruiner mon avenir financier pour de bon, tout en veillant à protéger le leur. Une semaine après avoir déposé ma plainte, j'ai reçu les documents officiels de la police. Il s'agissait d'un dossier exhaustif, exposant toutes les preuves réunies contre Amanda et Brian, des relevés bancaires illustrant les transferts de fonds depuis les comptes ouverts à mon nom vers leurs propres comptes personnels, des demandes de crédit arborant des signatures falsifiées. Des factures de cartes de crédit relatant des dépenses dans des boutiques et des restaurants que je ne fréquentais jamais, pour des montants que je n'aurais jamais pu assumer. Ce soir-là, assise à la table de ma cuisine, j'ai épluché chaque page de ce dossier, surlignant de manière méthodique les passages les plus accablants. Les forces de l'ordre avaient accompli un travail remarquablement méticuleux, constituant un dossier en béton armé contre ma sœur et mon beau-frère. Selon l'inspectrice Thompson, le procureur se montrait très confiant quant à la perspective d'engager des poursuites judiciaires. Le lendemain avait lieu notre habituel dîner de famille. Amanda serait de la partie, toujours intimement persuadée que sa petite machination était passée inaperçue. Elle ignorait tout du fait que j'avais reçu l'avis de saisie immobilière, destiné à la prétendue propriétaire, Heather Wilson. Elle ignorait que j'avais passé des semaines entières à enquêter sur elle. Et par-dessus tout, elle ignorait l'existence de ce rapport de police, qui trônait désormais dans une chemise cartonnée, sur le comptoir de ma cuisine. Alors que je me préparais pour aller me coucher, mon téléphone a émis un petit son. C'était un SMS de ma mère. J'ai vraiment hâte de voir mes filles demain. Je vous prépare vos lasagnes préférées. Je vous aime toutes les deux. La normalité si désinvolte de ce message a soudainement brisé quelque chose en moi. J'ai pleuré à chaudes larmes pour la toute première fois, depuis que cet infernal cauchemar avait commencé. Pas seulement pour moi-même, mais aussi pour nos parents, dont le monde, tel qu'ils le connaissaient, était sur le point de voler en éclats. Le lendemain matin, j'ai répété mon discours. J'ai imaginé la manière dont je parviendrais à conserver mon calme et ma dignité. Au moment de confronter Amanda, je m'interdirais de crier ou de la couvrir d'insultes, bien que Dieu seul sache à quel point elle le méritait. Je me contenterais d'exposer les preuves, et je laisserais la vérité parler d'elle-même. Pendant que je m'habillais pour le dîner, mon téléphone s'est mis à sonner. C'était ma mère. Ma chérie, tu viens toujours ce soir, n'est-ce pas? Ton père a déjà ouvert une bonne bouteille de vin. Oui, maman. Je serai là pour 18 heures. C'est parfait. Amanda apporte ce gâteau à la mousse au chocolat de la boulangerie d'Alia, celui que tu aimes tant. C'est vraiment très attentionné de sa part, tu ne trouves pas? Attentionné? Ma sœur, la voleuse d'identité en chef, qui m'achetait une pâtisserie, avec l'une des nombreuses cartes de crédit ouvertes frauduleusement en mon nom. L'absurdité vertigineuse de cette situation m'a presque fait éclater de rire. Très attentionné, en effet, suis-je parvenu à marmonner. À très vite, maman. J'ai glissé le rapport de police au fond de mon sac, et j'ai franchi la porte, me préparant mentalement à l'inévitable confrontation qui allait altérer notre dynamique familiale, pour le restant de nos jours. J'ai passé près d'1 heure à choisir la tenue que j'allais porter pour ce dîner. D'une certaine manière, cela me semblait être un choix très important. J'ai finalement opté pour une robe bleu marine, à la fois simple, professionnelle et sérieuse. Ce n'était pas mon style vestimentaire décontracté habituel, pour ce genre d'événement, mais ce n'était absolument pas un dîner ordinaire. J'ai appliqué mon maquillage avec un soin méticuleux. J'étais fermement résolu à ce qu'Amanda ne perçoive pas à quel point ses actions m'avaient profondément blessé. Je refusais de lui offrir cette satisfaction. En conduisant jusqu'à la maison de mes parents à Bellevue, une multitude de souvenirs heureux de nos anciens dîners de famille sont remontés à la surface. L'anniversaire de maman l'année dernière, où Amanda et moi avions comploté, pour lui faire la surprise de lui offrir des billets pour la comédie musicale Hamilton. Ce fameux Noël, il y a de cela 2 ans, où papa, légèrement éméché par le lait de poule, s'était mis à entonner des chants de Noël avec une voix si chaotique, que nous en avions pleuré de rire. Et tous ces innombrables repas du dimanche, où nous partagions nos anecdotes, échangions des conseils avisés, et nous taquinions avec affection. La soirée qui s'annonçait serait indéniablement le tout dernier de ces dîners chaleureux, ou du moins, le dernier qui revêtirait cette forme que je chérissais tant. Après cette nuit, rien ne serait plus jamais pareil. Je me suis garé à un pâté de maison de distance. J'avais un besoin vital d'un instant pour me recentrer, avant de faire mon entrée. En approchant de la maison à pied,
mon regard s'est immédiatement posé sur le Range Rover blanc d'Amanda, stationné dans l'allée. Ce même véhicule luxueux qu'elle avait exhibé avec une telle fierté, il y a de cela 3 mois, prétendant qu'il s'agissait d'une belle récompense qu'elle s'était offerte, après avoir conclu une vente immobilière des plus lucratives. N'était cela encore qu'un grossier mensonge? Cette voiture avait-elle, elle aussi, été acquise grâce à un crédit frauduleux contracté à mon insu? La douce odeur familière des lasagnes de ma mère est venue chatouiller mes narines, alors que je m'approchais de la porte d'entrée. Pendant une fraction de seconde, j'ai très sérieusement envisagé de faire demi-tour, de rentrer chez moi, et de prétexter un soudain malaise. J'aurais pu affronter Amanda en privé, lui offrant ainsi une chance de réparer ses torts, sans avoir à subir la moindre humiliation publique. Mais l'instant d'après, les recherches sur la faillite, évoquées par l'inspectrice Thompson, me sont revenues en mémoire. Amanda et Brian avaient prémédité de me laisser dans une ruine financière totale, pendant qu'ils s'en tireraient à bon compte, sans la moindre égratignure. Non, ils ne méritaient aucune clémence. J'ai appuyé sur la sonnette. Le rapport de police, enfoui dans mon sac, pesait le poids d'une véritable brique. Ma mère a ouvert la porte, rayonnante de bonheur. À 62 ans, Carol Wilson conservait une belle énergie. Elle arborait une élégante coupe au carré sur ses cheveux grisonnants. Son visage portait quelques rides, certes, mais il irradiait toujours autant. Elle m'a serré chaleureusement dans ses bras. « Tu es radieuse, mais tu as l'air si sérieuse. Tout va bien à l'hôpital ? » « Tout se passe pour le mieux, maman, » ai-je menti effrontément, en lui rendant son étreinte. « Je suis juste un peu fatigué, par une longue semaine de travail. » À l'intérieur, mon père occupait sa place habituelle, confortablement installé dans son fauteuil inclinable, un verre de vin rouge à la main. Il s'est levé pour m'enlacer. « Voilà ma fille chérie. Un verre de vin te ferait plaisir ? C'est ce fameux Pinot de l'Oregon que tu apprécies tant. » « Avec grand plaisir, papa. » Ce serait parfait. Depuis la cuisine, j'ai pu entendre le rire cristallin d'Amanda. Toujours aussi joyeux et mélodieux. Elle est apparue dans l'encadrement de la porte, vêtue d'un chemisier de couleur crème qui respirait le luxe, assorti à un pantalon cintré. Sa chevelure blonde était parfaitement coiffée, et son sourire, absolument éblouissant. « Heather, te voilà enfin. J'étais justement en train de raconter à maman l'incroyable histoire de guérison d'un patient, que m'a confié le docteur Garner au club. Tu devrais vraiment discuter avec lui. Pour d'éventuelles opportunités de poste dans son cabinet. Leurs avantages sociaux sont tout bonnement exceptionnels. » Une telle audace m'a laissé pantoise. La voilà qui se tenait devant moi, l'usurpatrice de mon identité en personne, en train de me dispenser des conseils de carrière, agissant comme si elle n'avait que mon seul bien-être à l'esprit. J'ai esquissé un sourire forcé. Je suis très épanoui là où je suis, merci. Si jamais elle a perçu ma froideur, elle s'est bien gardée de le montrer. Brian est à l'extérieur, il donne un coup de main à papa pour le barbecue. Maman a absolument tenu à nous servir des lasagnes et des steaks ce soir. Nous allons devoir manger des restes pendant des jours. Ma belle-sœur, Jessica, a fait son apparition peu après, suivie de mon frère Marc, et de leurs 2 enfants. Jessica s'est empressée de complimenter la maison d'Amanda, s'y étant rendue très récemment, pour que les enfants puissent y jouer. Cette véranda est à tomber par terre, Amanda. La manière dont la lumière y pénètre l'après-midi, c'est l'endroit rêvé pour des plantes. Heather, tu devrais vraiment voir ça, avec tes connaissances en jardinage. Ta sœur a transformé cette pièce, en un coin lecture des plus somptueux. Amanda m'a lancé un regard fugace, presque imperceptible, avant d'intervenir précipitamment. Oh, c'est encore un chantier en cours. Les travaux de rénovation n'en finissent plus. Les entrepreneurs, n'est-ce pas? Je me suis violemment mordu la langue. Cette magnifique véranda, à l'instar du reste de la propriété, avait été financée grâce au vol pur et simple de mon identité. Le dîner s'est déroulé dans une normalité des plus atroces. Mon père découpait les morceaux de viande avec soin, pendant que ma mère distribuait de généreuses parts de lasagne. Le vin coulait à flots. Marc discourait sur son tout dernier projet, au sein de son cabinet d'architecture. Les enfants babillaient gaiement de l'école et de leurs entraînements de football. Amanda, en experte de la diversion, détournait habilement toutes les questions relatives à leurs finances ou à leur nouvelle maison, orientant toujours la conversation vers les affaires de quelqu'un d'autre. « Tu es bien silencieuse ce soir, Heather » a remarqué mon père, alors que nous terminions le plat de résistance.
C'était une semaine difficile? On peut dire ça, oui. J'ai posé ma fourchette avec précaution. Y a-t-il quelque chose dont tu aimerais discuter? A demandé ma mère, le front plissé par l'inquiétude. Amanda a bondi sur l'occasion, avant même que je n'ai eu le temps d'ouvrir la bouche. Oh, laisse-la tranquille, maman. Tout le monde n'a pas besoin de tout verbaliser à voix haute, comme moi. Elle a ri, en rejetant ses cheveux en arrière. Certaines personnes préfèrent ruminer leurs pensées dans leur coin. L'ironie de la situation dépassait presque l'entendement. La voilà, l'Amanda qui avait perpétré des crimes majeurs, qui allait très bientôt devenir notoire et publique, en train de plaider ardemment pour mon droit à l'intimité. À vrai dire, ai-je rétorqué, plongeant mon regard dans celui de ma sœur, il y a bien un sujet dont je dois vous parler, à vous tous. Une brève lueur de malaise a balayé le visage d'Amanda, mais elle a très vite été supplantée par son sourire confiant et habituel. Eh bien, cela m'a l'air très sérieux. Passons au moins au dessert, d'abord. J'ai apporté ce gâteau à la mousse au chocolat de chez Dahlia, celui dont tu raffoles tant, Heather. Le dessert attendra, ai-je coupé d'un ton sec et catégorique. Un silence de plomb s'est abattu sur la tablée. Même les enfants ont ressenti cette brutale montée de tension, leurs bavardages enjoués s'arrêtant net. Marc, pourquoi n'emmènerais-tu pas les enfants dans le salon, a proposé ma mère. Ces capteurs instinctifs face aux drames familiaux, finement aiguisés après des décennies à jouer les médiatrices entre frères et sœurs, s'étaient activés. Je crois qu'on leur a promis un peu de temps devant les écrans. Une fois les enfants confortablement installés avec leurs tablettes dans la pièce voisine, j'ai plongé la main dans mon sac, pour en extraire la précieuse chemise cartonnée. Mon cœur tambourinait à un tel rythme, que j'étais intimement persuadé que tout le monde pouvait l'entendre. Les yeux d'Amanda se sont rivés sur le dossier, son sourire s'effaçant très légèrement. Qu'est-ce que c'est que ça, ma puce, c'est en qui mon père? J'ai pris une grande et profonde inspiration. Le moment fatidique était enfin arrivé. Tout retour en arrière était désormais impossible. Ceci, ai-je déclaré, en posant fermement ma main sur le dossier, est un rapport de police. Le silence autour de la table est devenu encore plus pesant. Les yeux de ma mère se sont écarquillés sous le coup de la surprise. Mon père a reposé son verre de vin, avec une infinie précaution. Brian, qui était resté très discret tout au long du repas, s'est soudainement redressé. Son regard allait et venait, sautant frénétiquement du dossier à Amanda. Un rapport de police, a répété ma mère. Heather, mon Dieu, que s'est-il passé? Tu vas bien? Non, je ne vais pas bien, maman. J'ai été victime d'un grave délit. J'ai fixé Amanda droit dans les yeux, alors que je faisais glisser le dossier sur la table, jusqu'à elle. Une usurpation d'identité, et une fraude monumentale, pour être tout à fait précise. Amanda n'a même pas effleuré le dossier. Son visage s'était figé. Ses expressions, d'ordinaire si animées, semblaient soudainement paralysées. Mais, de quoi est-ce que tu parles, a-t-elle bredouillé, la voix anormalement aiguë. Ouvre-le donc, ai-je intimé d'une voix calme. Brian a posé sa main sur le bras d'Amanda. Nous devrions peut-être en parler en privé, Amanda. Il n'y a absolument rien à discuter, a-t-elle répliqué précipitamment, toujours sans toucher au dossier. Heather fait manifestement une confusion, au sujet de quelque chose. Mon père, qui avait toujours eu en horreur les conflits et les confrontations, a tenté de détendre l'atmosphère. Est-ce que c'est une sorte de mauvaise blague, les filles? Parce que je ne vous suis plus du tout. Non, papa, ce n'est pas une blague. Je me suis penché au-dessus de la table, et j'ai moi-même ouvert le dossier, dévoilant ainsi la première page du rapport de police, avec son en-tête tout ce qu'il y a de plus officiel, et son numéro de dossier. Il y a de cela 2 semaines, j'ai reçu un appel de la Washington Mutual Bank, pour m'informer de retard de paiement, sur un prêt hypothécaire de 623 000 €. Un prêt que je n'ai jamais contracté, pour une maison que je n'ai jamais possédée, située au 4872 Highland Drive. Ma mère a poussé un petit hoquet de stupeur. Mais c'est l'adresse d'Amanda et Brian. J'ai achevé sa phrase pour elle. Absolument. Cette fameuse maison de rêve, qu'il parade sous le nez de tout le monde depuis des mois, a été acquise grâce à un prêt hypothécaire, obtenu de manière totalement frauduleuse en mon nom. Et ce n'est pas tout, il y a également une ligne de crédit sur valeur domiciliaire. 3 cartes de crédit, et un prêt personnel. Tous ont été plafonnés à leur maximum, et tous sont en défaut de paiement.
Tous les regards de l'assistance ont convergé vers Amanda, dont le visage s'était vidé de la moindre goutte de sang. Pendant d'interminables secondes, personne n'a osé prononcer le moindre mot. Puis, Amanda a laissé échapper un petit rire, un son fragile et forcé. C'est tout bonnement ridicule. Il y a de toute évidence une erreur monumentale, une bourde de la banque, ou... Ce n'est pas l'avis de la police, les jeux interrompus sans ménagement. Et ce n'est pas non plus l'avis de l'expert en écriture, qui a formellement authentifié la falsification de mes signatures. Ni même l'avis des preuves informatiques liées à l'adresse IP, qui démontre de manière irréfutable que la demande de prêt a été soumise depuis ton ancien appartement. Brian s'est levé d'un bond. Nous ferions mieux de partir, Amanda. Nous ne sommes pas obligés de rester là, à subir de telles accusations. Mon père a fini par retrouver l'usage de sa voix, grave et tremblante de fureur. Assieds-toi, Brian. Vous allez tous les deux devoir nous expliquer ce qui se passe, bon sang. L'attitude d'Amanda a soudainement changé du tout au tout. Ce regard de biche effarouché a instantanément disparu, pour laisser place à un froid calcul. Très bien. Vous voulez de vraies explications? Nous avons traversé une mauvaise passe. Le cabinet de Brian s'est effondré, après que son associé a détourné des fonds. Mes commissions se sont totalement taries. Suite à la correction du marché immobilier. Nous étions sur le point de perdre absolument tout ce pourquoi nous avions travaillé si dur. Alors, tu as délibérément choisi de voler mon identité, ai-je demandé, avec un profond sentiment d'incrédulité. Tu as décidé de me charger d'une dette de plus de 800 000 €, dont je n'avais pas la moindre connaissance. C'était censé être une mesure temporaire. La voix d'Amanda est montée dans les aigus. Dès que le marché aurait retrouvé des couleurs, et que les nouveaux clients de Brian seraient arrivés, nous avions prévu de tout refinancer dans les règles de l'art. C'est un mensonge éhonté, ai-je rétorqué d'une voix très calme. La police a découvert vos recherches Internet, concernant la faillite sous mon nom. Vous n'aviez absolument jamais eu l'intention de réparer vos torts. Vous envisagiez cyniquement de réduire mon avenir financier à néant, dans le seul but de sauver vos propres peaux. Ma mère s'est mise à sangloter doucement. Le visage de mon père, lui, avait pris une nuance de rouge des plus alarmantes. Amanda, a-t-il murmuré, d'une voix dangereusement posée. Dis-moi que tout ceci est faux. Dis-moi que tu n'as pas fait ça à ta propre sœur. L'espace d'un instant, Amanda a semblé prête à formuler un nouveau démenti. Puis, ses épaules se sont affaissées de résignation. Nous étions complètement désespérés. Vous ne pouvez pas comprendre ce que ça fait, d'avoir atteint un certain niveau de vie, un statut social privilégié, et de voir tout cela vous glisser entre les doigts. Tout le monde s'attendait à ce que nous réussissions. Nos clients, nos amis. La famille. Absolument tout le monde. Et moi, je comptais sur toi pour être ma sœur, ai-je laissé échapper, la voix brisée par l'émotion. Je comptais sur ton amour, pas sur ta trahison. Brian s'est brusquement retourné contre Amanda. Je t'avais prévenu que ça finirait par nous exploser à la figure. Je t'avais répété qu'il fallait qu'on trouve un autre moyen. Il n'y avait aucun autre moyen, a hurlé Amanda en retour. Tes brillantes stratégies d'investissement nous ont fait tout perdre. Qu'est-ce que j'étais censé faire d'autre? Pas commettre un crime majeur en utilisant l'identité de ta propre sœur, a riposté Brian. Est-ce que tu te rends compte de la gravité de la situation? Nous pourrions tous les deux aller en prison, Amanda. Mes parents ont assisté à cette violente joute verbale, plongée dans un silence pétrifié. Puis, mon père s'est levé, les mains agitées de tremblement. Sortez d'ici. Tous les deux. Quittez ma maison sur le champ. Papa, je t'en supplie, a amorcé Amanda, les yeux embués de larmes. Je n'étais même plus capable de dire si elles étaient sincères, ou purement calculées. Il faut absolument que tu comprennes. Je comprends très parfaitement la situation, l'a-t-il sèchement interrompu. Tu as volé ta propre sœur. Tu nous as effrontément menti à tous. Tu étais prête à anéantir la vie des heures, juste pour maintenir ta misérable façade sociale. Je ne te reconnais même plus. Ma mère, qui pleurait toujours, a regardé Amanda d'un air totalement anéanti. Comment as-tu pu faire une chose pareille, après tout ce que nous t'avons enseigné sur l'honnêteté et les valeurs familiales? Mais que t'est-il arrivé, Amanda? Il ne m'est absolument rien arrivé, maman, a répondu Amanda, avec un soudain soupçon de défiance. J'ai simplement refusé l'échec.
Contrairement au reste de cette famille, j'ai une ambition sans faille. J'ai de véritables standards de vie. Croyez-vous vraiment que j'avais envie de finir comme Heather? À vivre cloîtré dans un minuscule appartement, avec des plantes pour seule compagnie. La cruauté gratuite et désinvolte de ces mots m'a totalement abasourdi. C'est ça que tu penses de mon existence? Que c'est une sorte d'échec cuisant, parce que je ne possède ni manoir luxueux, ni voiture hors de prix. Tu aurais très bien pu prétendre à tellement plus, a craché Amanda, d'un ton amer. Tu es largement assez intelligente pour cela, mais tu t'es toujours contentée de peu. Et honnêtement, ce n'est pas comme si tu te servais de ton excellente cote de crédit, pour accomplir quoi que ce soit d'important. Brian l'a violemment attrapée par le bras. Ça suffit, Amanda. Nous partons. Tout de suite. Il s'est alors tourné vers moi, le visage marqué par un mélange d'anxiété et de colère. Ce n'est pas fini, Heather. Tu n'as pas la moindre idée de ce que tu viens de déclencher, en déposant ce foutu rapport. Je sais très exactement ce que j'ai fait, lui ai-je répondu, avec une fermeté implacable. Je me suis protégé de criminels avérés. Car c'est très exactement ce que vous êtes tous les deux, des criminels. Et maintenant, il va vous falloir assumer les conséquences de vos actes. Alors qu'ils rassemblaient nerveusement leurs affaires pour déguerpir, ma mère a interpellé Amanda, une dernière fois. La police. Vont-ils t'arrêter? Amanda a marqué un temps d'arrêt, sur le pas de la porte. L'espace d'une fraction de seconde, son masque impénétrable est tombé, et j'ai pu lire une terreur authentique au fond de ses yeux. Je n'en sais rien, maman. C'est très probable. Après leur départ précipité, nous sommes tous les trois restés pétrifiés par un silence de plomb. Mon père s'est servi un autre verre de vin, les mains tremblantes d'émotion. Ma mère s'est essuyé les yeux à l'aide d'une serviette de table. Elle semblait avoir soudainement pris 10 ans. J'aurais dû le voir, a-t-elle fini par souffler. Tous ces achats extravagants, cette immense maison. Nous savions pertinemment qu'ils n'en avaient pas les moyens. Je me disais seulement qu'ils géraient leur argent de manière très irresponsable. Mais, jamais je n'aurais pu imaginer une chose pareille. Personne n'a rien vu venir, ai-je murmuré en prenant sa main dans la mienne. Je n'aurais jamais cru Amanda capable d'une atrocité pareille. Pas même envers un parfait inconnu, et encore moins envers moi. Mon père a baissé les yeux vers le rapport de police, qui gisait toujours grand ouvert sur la table. Et maintenant, que va-t-il se passer? Le procureur décidera s'il convient d'engager des poursuites officielles. Compte tenu des preuves accablantes, l'inspectrice Thompson est persuadée que c'est une certitude absolue. Amanda et Brian seront très probablement arrêtés d'ici la fin de la semaine. Et concernant les dettes, c'est en qui mon père, fidèle à son métier de comptable. Le prêt hypothécaire? Les factures de carte de crédit? Je collabore étroitement avec les banques, pour blanchir mon nom. C'est une procédure d'une longueur affolante, mais la plainte déposée permet de prouver que je suis la victime, et non une complice consentante. Mon dossier de crédit est toujours en ruine, du moins pour le moment. Nous sommes restés ensemble pendant des heures entières cette nuit-là, essayant d'assimiler le choc brutal, l'ignoble trahison, et ce futur soudain si incertain. Mon frère Marc est revenu au salon, après avoir couché ses enfants, et nous lui avons tout raconté. Sa première réaction d'incrédulité a très vite laissé place à une fureur ardente, à mon égard. S'il le faut, j'irai témoigner contre elle, a-t-il juré avec une détermination farouche. Ce qu'elle t'a fait est tout bonnement impardonnable. Sur le chemin du retour, ce soir-là, je me sentais affreusement vide, comme si l'on m'avait arraché un organe vital en pleine poitrine. J'avais accompli le strict nécessaire, pour me protéger des retombées. Mais, je n'en tirais aucune satisfaction. Seulement un immense deuil, celui de la sœur que je croyais si bien connaître, et de cette famille, qui ne serait plus jamais la même. Les conséquences immédiates de ce dîner fatidique me donnaient l'impression d'assister à la vie d'une autre personne. C'était comme une dramatique série télévisée, dans laquelle je tenais le rôle principal, sans même avoir passé la moindre audition. 3 jours après notre confrontation, l'inspectrice Thompson m'a appelé, pour m'informer que des mandats d'arrêt venaient d'être délivrés, à l'encontre d'Amanda et de Brian. Ils ont été placés en garde à vue à leur domicile ou plutôt ma maison, si l'on en croyait le prêt hypothécaire frauduleux, et ont été inculpés pour de multiples crimes majeurs, usurpation d'identité, fraude caractérisée, falsification de documents, et complot. Leur arrestation a fait la une des journaux locaux.
Un éminent agent immobilier et un conseiller financier de Seattle inculpés dans un vaste réseau de vol d'identité, pouvait-on lire en gros titres. L'article précisait que la victime principale était la propre sœur d'Amanda, bien que mon nom ait heureusement été omis. Néanmoins, quiconque connaissait un tant soit peu notre famille, pouvait aisément faire le rapprochement. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer, inondé de messages inquiets de la part d'amis, de parents éloignés, ou même d'anciens camarades de classe qui avaient fait le lien. Je l'ai complètement éteint, incapable de faire face à ces questions, certes bienveillantes, mais terriblement intrusives. Comment tiens-tu le coup? Savais-tu ce qu'ils manigançaient dans ton dos? Vont-ils aller croupir en prison? Mes parents, quant à eux, se sont repliés dans une coquille de choc et d'humiliation absolue. Mon père a purement et simplement cessé de se rendre à ses parties de golf hebdomadaires, refusant d'affronter le regard de ses amis, qui avaient très certainement vu les nouvelles. Ma mère a pris un long congé de son poste d'enseignante, prétextant des soucis de santé urgents. Leur cercle social de toujours, qu'ils s'étaient patiemment construit sur plusieurs décennies au sein de la même communauté, leur semblait soudainement bien plus menaçant que réconfortant. Tout le monde doit sans doute jaser sur notre dos, s'est lamentée maman, lors d'une de mes visites à leur domicile. Elle n'avait même pas pris la peine de se coiffer, ni de se maquiller, contrairement à son allure habituellement si soignée. Ils doivent se demander à quel moment nous avons bien pu échouer, dans l'éducation d'Amanda. Vous n'avez échoué nulle part, lui ai-je assuré. Bien qu'une partie de mon être se posait, secrètement, exactement la même question. Y avait-il eu, dans le passé, de sombres signes de la grande flexibilité morale d'Amanda, des indices que nous avions tous royalement ignorés, ou minimisés au fil des années? De vulgaires petites malhonnêtetés, qui auraient insidieusement pris de l'ampleur, une fois les enjeux devenus plus sérieux. Ton père n'arrive presque plus à dormir, a-t-elle ajouté. Il n'arrête pas de répéter qu'il aurait dû lui inculquer de bien meilleures valeurs, comme si tout ceci était de sa faute, d'une manière ou d'une autre. La pression silencieuse de la part de ma famille, pour que j'accepte de retirer ma plainte, a commencé de manière très subtile, avant de devenir de plus en plus insistante, à mesure que la sordide réalité de la situation d'Amanda s'imposait à tous. Elle et Brian avaient été libérés sous caution, mais s'étaient vus dans l'obligation de remettre leur passeport aux autorités. L'ensemble de leurs avoirs avait été scrupuleusement gelé, y compris la maison, que la banque s'apprêtait maintenant à reprendre de plein droit. Elle a commis une très grave erreur, m'a imploré ma mère, lors d'un coup de téléphone, un soir. Mais, elle reste ta propre sœur, et notre propre fille. Ne pourrais-tu pas demander au procureur de bien vouloir alléger les charges? Peut-être négocier une forme de mise à l'épreuve, plutôt que la prison ferme. Maman, elle a purement et simplement volé mon identité. Elle avait la ferme intention de déclarer faillite, sous mon propre nom. Est-ce que tu réalises ce que cela m'aurait coûté? Je n'aurais jamais été en mesure de louer un appartement, d'obtenir un simple prêt automobile. Ou peut-être même de conserver mon poste à l'hôpital, si celui-ci avait exigé une vérification de mes antécédents de sécurité. Elle était tout à fait prête à détruire ma vie entière. Je le sais bien, ma chérie. Ce qu'elle a fait est absolument inexcusable, mais elle a tout de même 2 enfants en bas âge. Pense un peu à ta nièce et à ton neveu, qui vont devoir grandir loin de leur mère. C'était de loin la chose la plus difficile à accepter. Harper et Ethan, respectivement âgés de 5 et 7 ans, étaient totalement innocents dans toute cette histoire. J'adorais profondément ces enfants, je les avais gardés à de multiples reprises, et je leur ramenais souvent des friandises spéciales, dénichées lors de mes voyages. Aujourd'hui, ils risquaient de perdre l'accès à leurs parents, suite à leur incarcération, et tout cela à cause de mon rapport de police. Ma résolution a grandement vacillé. Peut-être que je pouvais envisager de discuter d'un accord de plaider coupable, avec le procureur. Peut-être qu'il existait un moyen, pour qu'Amanda rembourse ses dettes, sans avoir à purger la moindre peine de prison. C'est Stéphanie qui m'a aidé à retrouver un regard plus lucide sur la situation, lors d'une sortie salutaire dans un bar, bien loin de mes repères habituels. Écoute-moi très attentivement, a-t-elle insisté, en reposant fermement son verre de vodka tonique sur le comptoir. Amanda a fait le choix délibéré de commettre plusieurs crimes majeurs. Amanda a pris la décision de victimiser sa propre sœur. Amanda a volontairement mis ses enfants en danger. En se lançant dans un comportement d'une nature criminelle. Absolument rien de tout cela ne repose sur tes épaules. Les conséquences sont les siennes, et ce n'est surtout pas à toi de les alléger. Tes parents agissent comme n'importe quel parent, ils tentent désespérément de protéger leur enfant.
Mais ils se trompent tout simplement d'enfants à protéger, dans ce terrible scénario. La véritable victime ici, c'est toi, Heather. Ne les laisse en aucun cas te faire culpabiliser, juste parce que tu as eu le courage de te défendre. Elle avait parfaitement raison, cela allait sans dire. Et, lorsque j'ai rencontré le procureur la semaine suivante, j'ai fermement précisé que je n'avais pas la moindre intention d'abandonner, ou même d'alléger, les chefs d'accusation. Mademoiselle Wilson, je tiens à saluer votre immense détermination, a déclaré la procureure, Nathalie Chen. De nombreuses affaires d'usurpation d'identité impliquant des membres d'une même famille n'arrivent malheureusement jamais jusqu'au tribunal, car les victimes se rétractent très souvent, sous la forte pression familiale. Mais ces crimes ont des conséquences dramatiques. Et ils méritent une punition à la hauteur de leur gravité. Les procédures judiciaires ont continué d'avancer, avec une lenteur d'une atrocité sans nom. Audience préliminaire, recours sans fin déposés par des avocats de la défense hors de prix, renvoi systématique, et retard en tout genre. À travers tout ce maelstrom, je me devais de continuer à travailler, d'honorer mes propres factures, et de tenter tant bien que mal de restaurer ma cote de crédit dévastée. Je n'oublierai jamais le jour où Amanda et Brian ont finalement fini par accepter un accord de plaider coupable, 9 mois après notre grande confrontation, lors de ce fameux dîner de famille. Je suis resté assise sur un banc de la salle d'audience, observant ma sœur, désormais bien plus amincie, ses somptueux vêtements de créateur ayant été remplacés par un modeste tailleur bleu marine, alors qu'elle se tenait devant le juge. Amanda Parker, vous avez plaidé coupable pour un chef d'inculpation de vol d'identité, un chef d'inculpation de fraude, et un chef d'inculpation pour complot, a déclaré d'une voix solennelle le juge. Avant que je ne prononce ma sentence, souhaitez-vous faire une quelconque déclaration? Amanda s'est légèrement tournée sur le côté, ses yeux accrochant les miens, dans les gradins du public. L'espace d'une seconde, j'ai cru percevoir un fragment de la sœur avec laquelle j'avais grandi. Vulnérable, profondément humaine, et imparfaite. Je tiens à présenter mes plus sincères excuses à ma propre sœur, a-t-elle murmuré, la voix remarquablement calme, mais empreinte d'une grande retenue. Ce que je t'ai fait subir est tout à fait impardonnable. J'ai odieusement trahi ta confiance de la pire manière qui soit, et je le regretterai très certainement jusqu'à mon dernier souffle. Je me suis montré incroyablement égoïste, désespéré, et morte de peur à l'idée d'échouer. Mais tout cela ne justifie en aucun cas d'avoir blessé la seule personne qui m'ait toujours soutenu, et qui ait toujours cru en moi. Je suis profondément désolé, Heather. Le juge a finalement condamné Amanda à 18 mois d'incarcération, dans une prison fédérale, tandis Brian, lui, a écopé de 12 mois fermes. Tous deux devraient se soumettre à 3 ans de liberté surveillée à leur sortie, et ont reçu l'injonction de rembourser l'intégralité des sommes perçues de manière frauduleuse. Cependant, la façon dont ils allaient pouvoir s'y prendre, maintenant que leurs carrières respectives étaient réduites en cendres, demeurait un profond mystère. Alors qu'Amanda était escortée hors de la salle, nos regards se sont croisés une ultime fois. Il restait tellement de non-dits entre nous, et tellement de dommages irréparables, qui pourraient bien ne jamais être guéris. Je n'étais même pas certaine de pouvoir lui accorder mon pardon un jour. Mais, à cet instant très précis, j'ai accepté toute la complexité de mes propres sentiments. Cette rage et cette odieuse trahison s'entremêlaient sans cesse au souvenir d'une enfance joyeusement partagée, et à l'amour, qui avait pourtant été bien réel, en dépit de tout ce qui avait pu suivre. Les semaines qui ont suivi la sentence se sont très vite transformées en un tourbillon frénétique de démarches administratives. La banque a finalement saisi la maison, et l'a vendue aux enchères publiques, pour un montant bien inférieur à la valeur totale du prêt hypothécaire. Je me suis démené avec les agences de crédit, afin de purger mon dossier de ces fameux comptes frauduleux, un processus d'une lenteur exaspérante, qui a exigé d'innombrables appels téléphoniques, courriers officiels, et pièces justificatives en tout genre. Ma relation avec mes parents est demeurée, hélas, très tendue. Ils se rendaient très régulièrement auprès d'Amanda, dans le centre de détention à sécurité minimale où elle purgeait actuellement sa peine, mais prenaient grand soin de ne jamais m'en parler. Nous avons tous essayé de préserver un vague semblant de cohésion familiale, mais nos échanges étaient atrocement superficiels, et nous contournions toujours l'énorme éléphant qui se trouvait pourtant au beau milieu de la pièce. La fête de Thanksgiving est arrivée, puis est très vite repartie, la toute première de mes souvenirs sans la présence réconfortante de l'ensemble de ma famille réunie. Mes parents m'avaient chaleureusement convié, mais j'avais poliment décliné leur invitation, préférant passer la soirée en compagnie de la famille de Stéphanie. Noël a été tout aussi morcelé et douloureux. Je suis simplement passé déposer les cadeaux destinés à mes parents à leur domicile,
mais je ne me suis pas attardé pour le repas. Les traditions sacrées, qui avaient pourtant servi de point d'ancrage à notre belle dynamique familiale durant des décennies, avaient été réduites en miettes, tout comme notre confiance aveugle. Le jour précis où la banque a enfin consenti à supprimer le prêt hypothécaire frauduleux de mon historique de crédit, m'a donné la délicieuse impression d'émerger de la longue et obscure obscurité d'un tunnel. Ma cote de crédit reprenait peu à peu des couleurs, bien que des experts financiers m'aient averti qu'il me faudrait potentiellement des années, avant qu'elle ne soit complètement rétablie. J'avais pris la décision d'emménager dans un tout nouvel appartement, désirant par-dessus tout prendre un nouveau départ, dans un lieu complètement vierge de ces affreux souvenirs de trahison. Alors que le froid de l'hiver laissait peu à peu la place à la douceur du printemps, j'ai reçu une lettre totalement inattendue. Elle ne provenait pas d'Amanda, qui, de son côté, m'avait déjà écrit à de nombreuses reprises pour me présenter de plates excuses que je n'étais pas du tout disposé à entendre, mais bel et bien de ma petite nièce, Harper. D'une écriture très hésitante, tracée sur une feuille de papier rose, elle m'avait griffonné ceci: « Chère tante Heather, tu me manques énormément. Mamie dit que tu es fâchée contre maman, parce qu'elle a fait une très grosse bêtise. Il m'arrive aussi parfois d'être très fâché contre elle. Comme la fois où elle a refusé de me laisser prendre un deuxième dessert. Mais je l'aime quand même très fort. Est-ce que tu l'aimes toujours, toi aussi? Pourrais-tu venir nous voir, Ethan et moi? Nous avons un tout nouvel appartement, mais il est tout petit, et n'a même pas de jardin. Contrairement à la grande maison. Je t'aime très fort, Harper. » L'innocence bouleversante d'une enfant, totalement incapable de saisir la gravité des événements récents, a fait monter les larmes au bord de mes yeux. Quels que soient mes réels sentiments à l'égard d'Amanda, Harper et Ethan n'étaient que d'innocentes victimes collatérales, emportées par les sombres agissements criminels de leurs propres parents. Ils méritaient incontestablement une tante qui les aimait, et ce, même si cet amour devait être prudemment séparé, de la trahison de leur mère. J'ai immédiatement appelé mes parents ce soir-là, et je leur ai demandé si je pouvais venir rendre visite aux enfants. Le soulagement, dans la voix de ma mère, était on ne peut plus palpable. Ils n'arrêtent pas de poser des questions sur toi, a-t-elle avoué. Nous prenons grand soin d'eux pendant l'absence d'Amanda et de Brian. Ils seraient fous de joie de te revoir. Cette première visite du week-end auprès de mon neveu et de ma nièce est devenue la toute première tentative de pas vers la guérison. Ce n'était pas un pardon absolu, loin de là, mais plutôt la simple reconnaissance que les liens familiaux, même lorsqu'ils sont violemment écorchés, ne se volatilisent jamais complètement. Ils évoluent simplement avec le temps, exigeant l'instauration de nouvelles limites, de nouvelles attentes, et de toute nouvelle définition de la confiance. Le jour où l'ancienne maison d'Amanda a finalement été vendue aux enchères publiques, suite à la saisie, j'ai décidé de passer devant pour une ultime fois. Le camion de déménagement d'une toute autre famille stationnait déjà fièrement dans l'allée. Des enfants couraient joyeusement à travers cette vaste pelouse, qui, sur le papier du moins, m'avait très brièvement appartenu. Je n'ai ressenti absolument aucun attachement envers cette propriété, qui avait été à l'origine de tant de souffrances, seulement un profond sentiment d'apaisement et de pages qui se tournent. Alors que je m'éloignais en voiture, j'ai réalisé que certaines trahisons vous marquaient à jamais. Je ne serai plus jamais cette personne si confiante, et quelque peu naïve, que j'étais avant de mettre au jour l'abominable escroquerie de ma propre sœur. Mais, alors que je m'efforçais sans relâche de reconstruire mes finances en lambeaux, et de redéfinir mes relations familiales dysfonctionnelles, j'ai commencé à prendre conscience que survivre à une telle trahison avait mis au jour une force intérieure dont j'ignorais jusqu'à l'existence. J'avais trouvé le courage de me défendre face à l'adversité, de poser des limites saines, et d'exiger le respect, y compris de la part de ceux que j'aimais le plus au monde. 6 mois très exactement après qu'Amanda a commencé à purger sa lourde peine, le panneau de saisie a fini par être retiré de la pelouse de la maison de Highland Drive. Une nouvelle famille y a pris ses quartiers, très certainement inconsciente du lourd drame, qui s'était jadis joué entre ces mêmes murs. Il m'arrivait parfois de passer devant, le cœur tiraillé par un étrange mélange d'émotions. Ni regret ni jalousie, mais quelque chose de bien plus complexe à définir. La maison qui avait incarné l'ignoble trahison de ma sœur, n'était à présent redevenue qu'une simple maison, habitée par des individus qui n'avaient strictement aucun lien avec la profonde détresse de notre famille. 6 mois après le début de l'incarcération d'Amanda, je commençais enfin à percevoir des améliorations très concrètes dans mon existence. Ma cote de crédit, bien qu'elle ne soit pas encore totalement rétablie, était remontée à un niveau somme toute acceptable. Les comptes frauduleux avaient bel et bien été effacés de mon dossier, bien que des notes explicatives y figurent toujours,
exigeant de ma part de sempiternelles clarifications, pour les années à venir, à chaque fois que je solliciterais un nouveau crédit. J'avais pris mes marques dans mon tout nouvel appartement. Il était certes plus petit que le précédent, mais situé dans un immeuble offrant une bien meilleure sécurité, incluant notamment une boîte aux lettres verrouillée, dont j'étais la seule et unique personne à posséder la clé. La paranoïa, cependant, persistait, tel un compagnon de route permanent, que j'apprenais sagement à apprivoiser, plutôt qu'à tenter vainement d'éliminer. Mes séances de thérapie hebdomadaires avec le docteur Hélène Winters étaient rapidement devenues l'une des pierres angulaires de ma prudente guérison. Bien qu'initialement réticente à l'idée de raconter mon histoire à un énième inconnu, j'avais trouvé un soulagement ô combien inattendu, en disposant d'un espace totalement neutre pour démêler mes émotions complexes, sans jamais avoir à craindre le moindre jugement de valeur. Les trahisons au sein d'une famille engendrent un traumatisme d'une nature particulièrement unique, m'avait un jour expliqué le docteur Winters, lors de l'une de nos toutes premières séances. Les personnes sur lesquelles nous comptions pour nous protéger deviennent subitement la source même de notre souffrance. Cela ébranle profondément, et remet fondamentalement en question, notre capacité à accorder de nouveau notre confiance. Pourrais-je un jour faire à nouveau confiance à quelqu'un, avais-je alors demandé, en ne plaisantant qu'à moitié. Vous accorderez votre confiance de manière très différente, m'avait-elle répondu, avec beaucoup de précaution et d'intention. Ce n'est d'ailleurs pas nécessairement une si mauvaise chose, en soi. Elle avait parfaitement raison. J'étais devenue beaucoup plus prudente, s'agissant de la divulgation de mes informations personnelles, beaucoup plus vigilante quant à la vérification de mes relevés bancaires, et infiniment plus sélective quant aux personnes que j'autorisais à entrer dans mon cercle le plus intime. Cependant, je ne m'étais pas complètement coupé de la vie sociale, ce qui avait été ma plus grande peur, lors de ces sombres premiers jours. Ma relation avec mes parents pansait lentement ses plaies, bien qu'elle ne soit jamais destinée à retrouver sa splendeur d'antan. Le fardeau de ses loyautés tiraillées, leur instinct tout naturel de soutenir Amanda envers et contre ses crimes, ainsi que mon très légitime besoin d'être entendu et reconnu en tant que victime, engendraient tous ensemble une tension latente, qui teintait indéniablement la moindre de nos interactions. Mais nous faisions tous des efforts considérables. Les repas dominicaux avaient doucement repris, bien qu'à une fréquence nettement moindre, et avec un contournement minutieux de certains sujets de conversation particulièrement sensibles. Ton père et moi sommes allés rendre visite à Amanda hier après-midi, a mentionné ma mère au détour d'un de ses dîners, en scrutant scrupuleusement mon visage, à l'affût de la moindre réaction. Comment va-t-elle, ai-je demandé, étonné moi-même par la soudaine authenticité de ma curiosité. Elle tient le choc, elle enseigne même l'anglais en tant que langue seconde, à d'autres détenus. Elle a demandé de tes nouvelles. J'ai silencieusement hoché la tête, mais sans rien ajouter de plus. Je n'étais toujours pas prête à rendre visite à Amanda, à lui faire face de l'autre côté d'une table de prison, et à écouter de nouvelles excuses, qui ne pourraient, de toute façon, jamais réparer le mal qu'elle m'avait fait subir. Peut-être qu'un jour je le serais, mais ce n'était pas pour l'immédiat. Mon père, qui s'était muré dans un quasi-silence sur le sujet d'Amanda depuis de longs mois, a soudainement pris la parole. Elle a beaucoup changé là-bas, elle a gagné en humilité, je pense. Je crois qu'elle saisit enfin l'immense gravité de ce qu'elle t'a fait subir. C'était bien la toute première fois qu'il me reconnaissait aussi ouvertement, et clairement, en tant que victime, plutôt que de se focaliser exclusivement sur les souffrances endurées par Amanda. Cette précieuse reconnaissance, bien que très tardive, représentait pour moi bien plus que des mots ne sauraient jamais l'exprimer. Merci infiniment de l'avoir dit, papa, ai-je chuchoté. Le soutien le plus inattendu m'est venu de ma famille élargie, celle-là même qui semblait si distante, voire très encline à me juger, dans les jours qui avaient immédiatement suivi l'éclatement de ce scandale. Ma cousine Rachel, dont je n'avais jamais été particulièrement proche, est venue vers moi, pour me faire une révélation des plus surprenantes. Je n'en ai jamais glissé le moindre mot à personne dans la famille, m'a-t-elle confié autour d'un café, mais, mes anciennes colocataires de l'université ont purement et simplement volé mon identité, ouvert plusieurs cartes de crédit à mon nom. Et cumulé des milliers d'euros de dettes. Je sais pertinemment ce que tu as pu traverser. Que as-tu fait, lui ai-je demandé. J'ai porté plainte, exactement comme tu l'as fait. J'ai perdu des amis qui estimaient que je réagissais de façon complètement disproportionnée. Et je ne l'ai jamais regretté une seule seconde. Découvrir cette belle communauté de soutien, composée d'autres victimes de vol d'identité qui comprenaient viscéralement la profondeur de la violation que j'avais subie, est très vite devenue une part essentielle de mon parcours de guérison. J'ai rejoint un groupe de soutien virtuel en ligne,
et j'ai fini par assister à des réunions en personne, animées par un réseau très actif de survivants de crimes financiers. C'est là que j'ai fait la connaissance de personnes d'horizons très divers, dont les récits faisaient étrangement écho à de nombreux aspects du mien. Le choc de l'effroyable découverte, le laborieux et très minutieux processus pour blanchir leur nom, et bien sûr, les relations brisées avec tous ces proches qui ne parvenaient pas à comprendre pourquoi elles refusaient de simplement pardonner et de passer à autre chose. En leur précieuse compagnie, je n'avais aucunement besoin de m'expliquer ou de chercher vainement à justifier mes ressentis. Ils savaient déjà tout. Par le biais de ce réseau solidaire, je suis entré en contact avec une organisation à but non lucratif, spécialement dédiée à l'accompagnement des victimes de vol d'identité, afin de les aider à naviguer à travers l'épineux labyrinthe du processus de rétablissement. Après avoir moi-même tiré parti de leurs inestimables ressources, je me suis lancé dans le bénévolat, mettant à profit ma propre et douloureuse expérience, pour guider d'autres victimes à travers le dédale administratif des agences de crédit, des forces de l'ordre, et des institutions bancaires. Tu possèdes un véritable don pour cela, m'a un jour confié Margot, la directrice de l'organisation, après avoir silencieusement observé l'une de mes séances de conseil, avec une toute nouvelle victime récemment identifiée. Tu fais preuve d'une grande compassion, sans pour autant chercher à édulcorer la sombre réalité de ce qu'il s'apprête à affronter. Ce travail a insufflé un tout nouveau sens à ma douleur, transformant une expérience personnelle absolument dévastatrice en un formidable bagage de connaissances, capable de venir en aide à autrui. Je n'avais aucun pouvoir pour défaire ce qu'Amanda m'avait fait subir, mais je pouvais m'en servir, pour rendre le périple de quelqu'un d'autre un peu moins solitaire, et un peu plus facile à traverser. Emménager dans mon nouvel appartement avait avant tout été une nécessité purement d'ordre pratique. Le bail de mon ancien logement venait d'arriver à son terme, et j'avais besoin de quelque chose qui soit financièrement abordable, avec un budget fortement mis à mal par d'importants frais de justice, et par les coûts liés au conseil en matière de crédit. Mais, cela s'est également mué en un magnifique et très symbolique nouveau départ. Je l'ai rempli de nombreuses plantes, comme à mon habitude, mais j'y ai également ajouté de tout nouveaux meubles, qui ne contenaient aucun souvenir de mon ancienne vie, d'avant la trahison. J'y ai aménagé un petit espace bureau, doté d'un classeur à documents muni d'une solide serrure, pour mes papiers importants. Non pas que je m'attendais à ce qu'un autre membre de ma famille ne tente de subtiliser mon identité, mais tout simplement parce que cette expérience m'avait cruellement enseigné l'immense valeur d'une protection prudente. Quand l'incarcération d'Amanda a atteint la barre de sa première année, j'ai reçu une lettre qui se démarquait très nettement de ses précédentes tentatives de communication. Contrairement à ses excuses initiales, qui se concentraient presque exclusivement sur ses remords personnels, et sur sa propre souffrance, celle-ci reconnaissait avec acuité les préjudices bien spécifiques qu'elle m'avait infligés. Je travaille étroitement avec un thérapeute, ici, m'écrivait-elle. Elle m'aide à assimiler le fait qu'une véritable responsabilisation implique de reconnaître, non pas seulement le fait d'avoir commis une erreur, mais surtout de comprendre très exactement de quelle manière mes agissements t'ont heurté. J'ai volé bien plus que ta simple identité. Heather. J'ai volé ton sentiment de profonde sécurité, ta confiance inébranlable en la famille. Et ta conviction profonde en l'amour que je te portais. Je suis tout à fait incapable de réparer tout ce mal. Mais je veux que tu saches que j'en ai désormais pleinement conscience. Je ne te demande pas de m'accorder ton pardon. Je n'exige même pas la moindre réponse de ta part. J'ai juste besoin que tu saches que je réalise aujourd'hui l'ampleur de ce que j'ai détruit. Et que je devrais vivre avec ce très lourd fardeau pour le reste de ma vie. Je n'ai pas répondu dans la minute, mais j'ai soigneusement conservé la lettre, la relisant très régulièrement, au gré de l'évolution de mes propres ressentis. Cette fine reconnaissance de ces torts spécifiques sonnait de manière bien différente de ses premières excuses génériques. Elle m'apparaissait plus authentique, beaucoup plus aboutie, et surtout, nettement plus éclairée. C'est à peu près à cette même période, que j'ai pris une décision qui m'a surprise moi-même. En me servant d'une petite partie de l'argent de la restitution, qui avait fini par affluer, suite à la saisie des avoirs d'Amanda et de Brian, j'ai versé un acompte pour l'achat d'une ravissante petite maison, qui disposait d'un généreux jardin. Idéalement conçu pour y développer de vastes plantations. Cette cruelle ironie ne m'avait bien sûr pas échappé. Le crime impardonnable de ma sœur m'avait, en fin de compte, conduite à accéder à cette même accession à la propriété, qu'elle avait frauduleusement revendiquée en utilisant mon identité. Le jour où j'ai officiellement apposé ma signature, au bas de véritables papiers hypothécaires, un instant qui aurait pourtant dû être empreint d'une joie pure et inaltérable, j'ai été submergé par une déferlante d'émotions inattendues.
Assise sagement dans le bureau de l'agent de crédit, passant en revue des documents d'une troublante similarité avec ceux qui avaient jadis été contrefaits en mon nom, j'ai ressenti comme la très étrange sensation qu'une boucle venait de se fermer. Tout se passe bien, mademoiselle Wilson, s'est inquiété l'agent de crédit, en notant ma très brève hésitation. Oui, ai-je confirmé, en signant de mon vrai nom une demande de prêt que j'avais personnellement choisie, pour l'achat d'une maison que je pouvais bel et bien m'offrir. Tout va pour le mieux, je vous assure. En fait, c'est même encore mieux que ça. Prendre pleinement possession de mon tout nouveau chez moi est très vite devenu un acte d'une incroyable puissance, une très belle forme de réappropriation de mon identité. J'ai repeint les murs intérieurs avec des teintes qui me ravissaient, j'ai pris grand soin de planter un superbe potager dans l'arrière-cour, et j'ai invité tous mes amis pour y célébrer la pendaison de crémaillère. Ce fut ma toute première véritable fête de célébration, depuis l'affreuse découverte du vol de mon identité. Stéphanie s'est présentée avec une bouteille de champagne, ainsi qu'un paillasson sur lequel était fièrement inscrit « Pas aujourd'hui, les voleurs d'identité ». Un trait d'humour noir et particulièrement grinçant, qui a réussi à m'arracher un grand rire, bien malgré moi. Mes parents ont également fait le déplacement, m'apportant une jolie plante d'intérieur, et m'adressant leurs bons vœux, teintés de maladresse. Ils s'efforçaient, à leur propre manière, de soutenir ce tout nouveau chapitre de ma vie, tout en s'acharnant à préserver la relation qui les unissait à Amanda. C'est une maison tout à fait charmante, Heather, s'est extasiée ma mère, en m'étreignant avec une belle ferveur. Nous sommes tellement, mais alors tellement fiers de toi, d'avoir pu faire l'acquisition de cette jolie demeure. Et pas seulement pour tout ça, a cru bon de préciser mon père, mais surtout pour l'incroyable force et l'immense dignité, avec lesquelles tu as su gérer toute cette sombre épreuve. Ce n'était pas encore le signe d'une guérison totale. Cela nécessiterait assurément des années supplémentaires, si tant est qu'elles ne surviennent jamais dans sa plus stricte plénitude, mais il s'agissait bel et bien d'une vraie forme de reconnaissance, et c'est ce qui importait le plus à mes yeux. À peine 2 petites semaines après l'organisation de ma pendaison de crémaillère, j'ai fini par accomplir un geste auquel je songeais déjà depuis de bien longs mois. J'ai pris le volant pour me rendre en personne jusqu'à l'établissement pénitentiaire fédéral où Amanda purgeait sa peine, et j'ai moi-même pris soin d'ajouter mon nom sur le registre de sa liste de visiteurs. Je n'étais pas encore disposé à me retrouver face à elle, mais je tenais profondément à laisser cette porte entrebâillée, pour le moment où, et si, un tel jour venait un jour à se présenter. À mesure que je m'attelle inlassablement à la reconstruction de ma propre existence, je finis par prendre conscience que la guérison n'est en rien une simple destination à atteindre, mais qu'elle s'apparente plutôt à un lent et tortueux processus. Certains jours, je me sens extrêmement forte, et l'esprit invariablement tourné vers l'avenir. Et d'autres, le simple souvenir de cette trahison me semble encore d'une acuité et d'une crudité déchirantes. Mais j'ai finalement appris à accepter pleinement ces deux réalités opposées, comme faisant tout bonnement partie intégrante de mon douloureux voyage. L'histoire qui s'est tissée entre ma sœur et moi, est un drame qui ne possède ni conclusion parfaite, ni dénouement bien tracé. Ces liens familiaux qui ont été atrocement rompus par une perfide trahison, ne pourront en aucun cas recouvrer leur si belle forme originelle. Mais ils sont tout à fait capables de se métamorphoser en quelque chose de novateur, quelque chose de bien plus honnête, et qui s'accompagne, cette fois, de limites clairement délimitées, et d'une confiance savamment, et délicatement, reconstruite de zéro. J'ignore totalement si Amanda et moi serons un jour capables de renouer avec quelque chose, qui s'apparenterait de près ou de loin à notre belle intimité d'autrefois. J'ignore également si je pourrai jamais, de ma vie entière, lui témoigner à nouveau d'une confiance absolue. Néanmoins, je sais pertinemment que j'ai survécu au plus grand affront que j'aurais jamais pu concevoir dans mon esprit. Et que je m'en suis extraite, bien plus forte, indéniablement plus sage, et terriblement plus autonome que je ne l'ai jamais été. S'il devait bien y avoir une ultime leçon à tirer de tout ce fâcheux naufrage, c'est que la confiance en l'autre se doit d'être traitée comme la très précieuse ressource qu'elle est, accordée avec la plus grande parcimonie, protégée avec la plus stricte adéquation, et retirée avec fermeté. À l'instant même où elle est jugée nécessaire à notre propre protection personnelle. L'amour et la confiance ne représentent en rien la même chose. C'est là une très fine distinction que, jusqu'à présent, je n'avais encore jamais eu l'occasion de comprendre véritablement. Je suis en capacité d'aimer ma sœur du plus profond de mon être, tout en gardant intimement à l'esprit, qu'elle s'est permise de bafouer ma confiance, à un tel point de non-retour qu'il ne pourra certainement jamais être réparé en totalité. Toute cette épreuve m'a rudement enseigné que la belle et grande loyauté familiale se doit de comporter des limites tangibles, et qu'elle devrait, de manière inhérente, en avoir en permanence.
que le fait de prendre fièrement la défense de sa propre personne, même face aux êtres qui nous sont le plus chers au monde, ne relève pas d'un sombre égoïsme, mais d'une absolue nécessité. Et que le grand pardon, pour autant qu'il daigne se manifester un beau jour, se doit d'être impérativement précédé d'une prise de responsabilité ferme et définitive, et non d'en prendre purement et simplement la place. À ce jour, je suis toujours en train d'écrire le reste de ma propre histoire, et je m'évertue chaque matin à trouver le bon chemin pour réussir à avancer. Mais, je sais pertinemment ceci, je me refuse désormais à être une énième victime, plongée dans le plus assourdissant des silences. J'ai fermement refusé de faire le sacrifice de mon propre avenir financier, dans le seul et chimérique espoir de pouvoir protéger un être de chair et de sang, qui, lui, s'était allègrement abstenu de me protéger à son tour. Je me suis insurgé à l'idée d'accepter une si grossière trahison, comme seul et unique prix à payer, en l'échange d'une prétendue paix familiale. Et, c'est au beau milieu de tous ces grands refus, que j'ai eu la chance de trouver, enfin, ma véritable force intérieure. Et vous, dans tout cela? Avez-vous, au cours de votre vie, déjà eu l'occasion de faire la cruelle expérience d'une trahison de la part d'un individu en qui vous aviez pourtant placé une confiance aveugle? De quelle manière avez-vous pu la gérer? Et quelles limites avez-vous été en mesure de fixer par la suite? J'adorerais pouvoir lire vos propres témoignages, directement dans la section des commentaires ci-dessous. Si mon récit a eu le mérite de vous aider à vous sentir un peu moins seul et démuni, face à votre propre expérience d'une lourde trahison familiale, je vous invite vivement à lui accorder un « j'aime » et à vous abonner à ma chaîne, pour pouvoir y découvrir d'autres témoignages de résilience et de parcours de guérison tirés de la vie réelle. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec quelqu'un qui se battrait possiblement avec ce même type de sombre problème. Parfois, la simple prise de conscience que d'autres personnes ont pu emprunter ce même chemin, semé d'embûches et de douloureuses épreuves, peut véritablement faire toute la différence au monde. Je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps d'écouter mon histoire. Et surtout, n'oubliez jamais de garder ceci en mémoire, le fait de vous protéger ne relève jamais de l'égoïsme. C'est une condition sine qua non pour assurer votre propre survie, et mener à terme votre inévitable et nécessaire guérison.